mais souvent les bonnes idées naissent un peu par hasard dans des situations que l'on n'imagine pas. Je pense que 48 heures avant le déclenchement du confinement, on n'imaginait pas, avec ma compagne, créer cette chaîne. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est vrai qu'elle a dépassé les 600 000 abonnés et puis que l'on prend un plaisir fou à réaliser ces vidéos, à apporter du savoir et de la connaissance à notre manière, à notre sauce. Alors on va respecter les distanciations sociales. Vous pouvez vous asseoir, vous restez avec nous, Catherine, si vous le souhaitez, et je vais me mettre ici. Alors le principe d'une masterclass, Jamy, vous le connaissez. C'est-à-dire on peut très bien vous poser des questions, Catherine et moi-même, parce que c'est notre métier. Très bien. Maintenant, mais dites-moi, l'Assemblée est un petit peu plus nourrie que ce matin, avec des jeunes, pas mal de jeunes. J'ai déjà pas mal de questions qui me sont parvenues que j'aurai à vous poser également. Donc le principe de la masterclass, eh bien, c'est de poser des questions à Jamy pendant presque 1 heure. Alors les personnes qui souhaitent poser des questions peuvent se déplacer les unes après les autres au pupitre qui est ici pour pouvoir les poser. Et dès que je vois quelqu'un au pupitre, vous avez la possibilité de poser votre question. Donc on parlait de cette chaîne YouTube, Jamy, presque 620 000 abonnés, créée donc au tout début du confinement, et c'est une idée de votre épouse. C'est une jolie histoire, effectivement, lorsque on a appris que nous allions être confinés. Alors au départ on nous parlait d'une quinzaine de jours, même si on pensait que ça allait durer un peu plus longtemps. Manuela a eu cette idée, elle s'est dit mais il faudrait raconter une petite histoire, un savoir par jour, quelque chose de très court, tout juste 1 minute, puisque au départ, l'idée, c'était de publier sur les réseaux, Twitter et Instagram. Donc, ça ne devait faire qu'1 minute et ça devait se limiter aux réseaux Twitter et Instagram. Et puis, très vite, j'ai eu des sollicitations de la part des enseignants qui me demandaient de rendre ces vidéos plus accessibles. C'est très difficile d'aller chercher sur Twitter, il faut créer un compte, etc. Et tous les jours, j'avais des demandes pour créer une chaîne. Et à un moment donné, eh bien oui, je me suis lancé. Donc on a un ami qui nous aide aussi pour faire le job de community manager, qui a installer la chaîne, et à partir de ce moment-là, eh bien, les vidéos qui duraient 1 petite minute ont commencé à être un peu plus longues, et on est allé ainsi jusqu'à la fin du confinement. On n'a jamais baissé les bras. Le confinement a duré 55 jours. Il y a eu 55 capsules de déconfinés, du premier au dernier jour, samedi et dimanche compris. Et depuis, eh bien, on a une vidéo un peu plus longue toutes les 2 semaines. Voilà. La prochaine étant diffusée, étant publiée samedi. Samedi, donc. Est-ce que vous connaissez la chaîne YouTube de Jamy ? Oui. Oui, c'est bon. Et vous l'avez découvert de quelle façon ? Sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ? Chez YouTube. Donc effectivement, donc le bon choix que d'opérer sur ce canal de diffusion. Alors nous avons pas mal parlé avant d'arriver. Moi je lance vraiment les questions avec Jamy, mais c'est mon job. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez poser des questions à Jamy, de le faire. Déplacez-vous vers le pupitre et je vous donne automatiquement la parole. Tu me disais tout à l'heure, oui je fabrique des émissions pour la télévision, oui je fabrique maintenant des capsules vidéo pour YouTube. C'est complémentaire, c'est pas complètement la même chose, mais c'est complémentaire. Absolument. Je crois que pendant de nombreuses années, on a eu tendance à opposer télévision et YouTube. Un petit peu comme à une époque, on avait opposé la radio à la presse écrite, puis la télévision à la radio, et même à un moment donné, les radios entre elles quand la bande FM s'est libérée. Je considère, moi, aujourd'hui, que ces supports... Alors, évidemment, il y a un média, la télévision. Est-ce qu'il faut parler de média quand on parle de YouTube ? C'est un support de diffusion. Eh bien, ces médias, ces supports sont complémentaires. On a la chance, aujourd'hui,
nous tous, de pouvoir accéder à ces différents supports. Et on a la chance, nous tous, de pouvoir aussi diffuser sur ces médias, en tout cas sur le support YouTube. C'est extraordinaire de pouvoir livrer de la connaissance via ce canal. Donc aujourd'hui, moi, j'utilise les deux et je vais travailler totalement différemment en fonction du support sur lequel je suis. Je ne construis pas du tout une émission de télévision de la même façon que je vais construire une vidéo sur YouTube. Souvent, je dis que YouTube, je suis presque comme ici, sur une scène et presque en lien direct avec le public, ce que je ne ferai jamais à la télévision. Il y a davantage de filtres, donc on parle différemment, on construit l'émission différemment. Et puis, construire une émission de 110 minutes, ça n'a rien à voir avec construire une vidéo de 8 minutes. Une émission de télévision, elle est diffusée à un instant T. Une vidéo sur YouTube, on la construit et elle va avoir une vie qui va s'étirer sur plusieurs années. Donc vous voyez, ce sont vraiment des supports très différents et une manière de travailler très différente. Après, ce qui est essentiel, c'est d'avoir la même exigence sur YouTube qu'à la télévision. Et aujourd'hui, quand je construis une vidéo, eh bien, j'essaie d'avoir la même exigence. Quand je ne sais pas ou quand je veux une précision, eh bien, c'est pas parce que c'est YouTube que je ne vais pas contacter un expert. Je voyais qu'on parlait beaucoup d'experts tout à l'heure, mais en l'occurrence un scientifique, celui qui sait autour du sujet que je suis en train de travailler. Donc il faut avoir cette même exigence. Jamy, on va prendre quelqu'un au pupitre, un jeune homme qui est là. Si tu peux te présenter, nom, prénom, d'où tu viens et nous poser ta question. Simon du lycée Paul-Louis Courier à Tours. Bonjour Simon. Bonjour. Je voulais poser la question, est-ce que vous avez toujours de bons rapports avec Fred et Sabine de C'est pas sorcier? Alors je parlerai plus de contact. Voilà, nous sommes en contact évidemment. Alors bien sûr, on se voit beaucoup moins qu'avant, mais on a échangé avec Sabine il y a moins de 3 jours. Et puis Fred aussi, on s'appelle régulièrement. Évidemment, comme on ne travaille plus ensemble, eh bien on se voit moins, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, mais on est toujours en contact. Voilà, et dès que nos agendas le permettent, eh bien on se retrouve, on déjeune ensemble et on passe de très bons moments. Merci. Ok, merci Simon. Une question du collège Lafayette de Châteauroux, classe de 4e C, du professeur d'histoire-géographie, Denis Paris. Ça a son importance parce que les profs vous ont demandé de continuer et d'allonger un peu vos formats vidéo sur YouTube. Comment se déroule l'organisation d'une de ces vidéos? Tournage, scénario, préparation, gestes barrières? Alors, sur ces vidéos, ce qui est drôle, c'est de raconter un peu comment se déroulaient les premières qui duraient 1 minute. Il faut se remettre dans le contexte. On était pendant le confinement, on avait très peu de matériel pour réaliser ces vidéos, pour élaborer, fabriquer les maquettes que j'utilisais, les décors. Donc très concrètement, comment ça se passait? Je me levais assez tôt le matin. En général, je décidais la veille pour le lendemain le sujet que j'allais traiter. Je me levais assez tôt, aux alentours de 6h30, mais j'aime bien me lever tôt. Voilà. Et j'écrivais ma capsule. Ensuite, Manuela me rejoignait, je lui lisais le texte. Elle fabriquait la maquette ou le décor, préparait ce fameux décor, pendant que moi, je vaquais à d'autres occupations, parce que pendant le confinement, en ce qui me concerne, j'ai continué à travailler, à préparer les émissions Le Monde de Jamy. Il se trouve que c'était une période où on était en phase d'écriture, donc pendant mes journées, j'étais en contact avec journalistes et réalisateurs qui préparaient ces émissions. Donc voilà, à partir de 9h du matin, je laissais le texte de la vidéo à Manuela qui s'occupait de fabriquer le décor, de mettre en place ce décor.
Et entre midi et 2, on tournait. En général. Je dis en général parce que on a eu quelques surprises. C'est-à-dire que comme on tournait dehors avec un tout petit matériel, hein, on a démarré cette chaîne avec mon vieil iPhone. Quand je dis mon vieil iPhone, c'était un iPhone 6. Et donc on a tout tourné pendant au moins pendant les 40 premiers jours. Tout a été tourné avec un iPhone 6. Alors il fallait que je le recharge 3 fois par jour, mais je m'étais fixé comme objectif de garder ce téléphone pendant au moins 5 ans. Et tous ceux qui disent qu'au-delà de 2 ans ça ne marche plus, je vous promets, même un iPhone, même avec plein d'applis dessus, ce qui est le cas du mien, eh bien on peut le garder pendant 5 ans. Voilà. Et donc tout a été tourné pendant 5 ans, jusqu'au moment où il a rendu l'âme. Voilà. Et c'est arrivé. Mais je vous rappelle, je vous explique pas l'angoisse parce qu'on était déjà dans ce rythme de la vidéo quotidienne au moment où il a lâché. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi une progression en matière de son, notamment, hein, j'en parlais avec ton épouse tout à l'heure. Effectivement, l'iPhone, c'est super, mais ce qui bloque toujours hein, pour diffuser ces vidéos sur le net, c'est le problème de son que l'on a en télévision, que l'on connaît parfaitement, mais que l'on a aussi, qu'on rencontre également lorsqu'on fait des do-it-yourself. Complètement, et puis on y est allé crescendo avec les moyens du bord. On a démarré dans le jardin avec ce téléphone, on avait de la chance, il faisait beau, on pouvait tourner dehors, mais dès que l'on s'est retrouvé en intérieur, où ça résonne un peu plus, dans l'atelier, les jours où il y avait du vent, les jours où il pleuvait, eh bien le son était mauvais. Et puis, eh bien, à l'issue du confinement, eh bien, on a acheté un micro. Et là, j'ai été équipé d'un micro, mais il a fallu attendre la fin mai pour que j'ai un micro. Ensuite, on a acheté un petit peu de lumière. Et aujourd'hui, eh bien, on tourne avec un iPhone 11, un peu de lumière et un micro-cravate. On y va donc step by step. Une question du collège Philippe de Comines de Tours, classe de 4e presse. Hélène Duvialard, qui est la professeure documentaliste, ça a son importance. C'est Nathan qui pose une question à propos de la chaîne YouTube. Comment avez-vous fait pour toucher les jeunes? Alors, je ne crois pas qu'on fasse des choses en particulier par rapport aux jeunes ou aux anciens. Je ne sais pas. D'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas de recette. J'ai fait ce que j'aime faire en fait. Je me suis pas bâti un plan de bataille avec Manuela. On s'est pas dit il faut faire ceci, faire cela. Non, j'aime la science, j'aime la connaissance et j'aime raconter des histoires de connaissances. À partir de là, eh bien, je me suis laissé aller. Le plus difficile, c'était de concentrer ce que j'avais à raconter sur 1 minute, mais je ne me suis jamais dit je m'adresse à un public qui a entre, je ne sais pas, 12 et 18 ans. Jamais, même à l'époque de C'est pas sorcier, et même aujourd'hui. En fait, je me suis toujours adressé aux profanes. C'est très difficile de s'adresser à des enfants ou à des jeunes. Si on ne parle que des enfants, on ne parle pas de la même manière à un enfant de 6 ans qu'à un enfant de 8 ans, un de 10, un de 12, de 11, etc., etc. Alors qu'un profane, on lui parle toujours de la même manière, qu'il ait 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à 100 ans. Certaines émissions de C'est pas sorcier ou même du Monde de Jamie sont regardées dans des salles de classe, de maternelle, de primaire. Et puis, il y a quelques mois, dans les bureaux dans lesquels on fabrique le Monde de Jamie, il y a même eu une classe d'élèves d'HEC qui est passée, qui me dit « l'autre jour en cours, on a regardé votre émission sur le marketing. » Voilà. Donc, à partir de l'instant où on s'adresse à des profanes, eh bien, on parle avec des mots accessibles. Quand un mot est compliqué, on l'explique. Quand un concept est compliqué, on prend le temps de l'expliquer, on prend le temps de créer des images pour que vous les visualisiez, que vous conceptualisiez le problème, quel que soit l'âge que l'on a. Alors après, il y a des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément les mêmes à 5 ans, 10, 15 ou 20. Mais d'une manière générale, je me suis toujours adressé à des profanes.
Jamie Gouraud, il est transgénérationnel. Voilà, pour conclure. Une question. Alors, jeune homme, votre prénom, vous êtes d'où et votre question? Bonjour, je m'appelle Louis Vassal, je viens du collège Lamartine à Tours et j'aimerais vous poser comme question comment vivez-vous le fait que votre nom soit beaucoup affilié à C'est pas sorcier? Ah, ce n'est pas une douleur. C'est une belle marque du service public. C'est un petit peu normal parce que C'est pas sorcier a duré pendant 19 ans. Il y a eu 570 épisodes de C'est pas sorcier. 19 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où je ne m'adressais pas à des enfants mais à des profanes, plusieurs générations ont suivi cette émission. Avant toi, peut-être tes parents ou même tes grands-parents. Aujourd'hui, je sais que 4 générations ont regardé C'est pas sorcier. Donc, ça laisse des traces. Alors évidemment, mon nom est associé à C'est pas sorcier, celui de Fred et de Sabine, ceux de Fred et de Sabine également. Pour autant, est-ce que ça veut dire que nous devions nous arrêter, nous, à C'est pas sorcier? Ben non. C'est pas sorcier a duré 19 ans. C'était très bien, mais la vie ne s'arrête pas là. Donc après, on fait autre chose. Ça ne me gênera jamais que mon nom soit rattaché à C'est pas sorcier. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, il soit rattaché à C'est pas sorcier et à autre chose. Merci beaucoup. Le Monde de Jamie, par exemple, qui est aussi une marque du service public, qui était d'ailleurs diffusée, nous disait Marie-Laure, sur France 4, hier soir, en rediffusion. Le thème, la thématique quand même de ces assises, c'est informer au temps du Covid. Alors j'ai 2-3 questions qui concernent cette thématique. N'a-t-on pas été trop informé pendant le confinement? Une question du collège Calmette et Guérin, dans l'Indre, à Écueillé. Alors, je suppose que c'est « n'a-t-on pas été trop informé sur le Covid ?» En fait, dans cette question, il y en a plusieurs. Si on aborde ce sujet à travers un support, un journal, une chaîne de télévision, un journal de la chaîne de télévision. Personnellement, par exemple, je regardais tous les jours le journal de France 2. Et je le regardais le midi et le soir. Si on considère que ce journal, eh bien on se dit que les journalistes de la rédaction ont informé. Ont-ils surinformé? Je ne pense pas. Si on a ce sentiment de trop plein, c'est parce que le journal de France 2 le faisait, les journaux de France 3, ceux de TF1, ceux de toutes les chaînes. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes noyés dans un flux d'informations. Obligatoirement, pendant cette période, l'information qui intéressait tout le monde, c'était le Covid. Alors, a-t-on été surinformé autour de ce sujet? Si on prend à travers un support, je ne pense pas. En revanche, mais là, ce n'est que mon avis. Peut-être qu'on a cette impression parce que il n'y avait que cette information. Et que d'un seul coup, on a un petit peu oublié les sujets de politique étrangère. Ce qui se passait à l'Est. D'un seul coup, ce qui se passait au Moyen-Orient. D'un seul coup, on a oublié certains pays. D'un seul coup, on n'a plus parlé de ce qui se passait en Syrie. D'un seul coup, on n'a plus parlé de ce qui se passait en Turquie, etc., etc. D'un seul coup, à part les sujets sur le Covid, on a oublié ce qui se passait au Brésil. On a oublié ce qui se passait en Australie. Peut-être qu'on a ce sentiment de trop-plein parce que ce sont d'autres informations qui nous ont manqué. Mais en même temps, il était extrêmement complexe pour les rédactions d'aborder des sujets sur lesquels on ne pouvait envoyer personne. Comment traiter ces sujets si on ne pouvait pas avoir de correspondance sur place? Moi-même, à plusieurs reprises, j'étais sur le point de partir sur des tournages. Je n'ai pas pu partir parce qu'on était confinés.
Donc dès l'instant où on ne peut pas aller sur place, eh bien on a beaucoup plus de difficultés à parler d'un sujet. Donc je comprends qu'on ait cette impression de trop plein, mais c'est là où où le rôle justement de l'EMI nous invite à être des spectateurs, consommateurs d'informations éclairés et de prendre en considération tous ces éléments et de se dire, mais si je n'ai pas cette information sur le support que j'ai l'habitude d'utiliser, peut-être que je vais le trouver ailleurs. Et ça, je pense que c'est une démarche que l'on doit avoir. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce qu'on nous serve à un moment donné une information, mais on peut avoir aussi envie, nous, d'avoir d'autres informations ou plus d'informations, et n'attendons pas qu'on nous la serve. Allons la chercher. Une question dans l'Assemblée, vous allez pouvoir poser la question et je vous invite aussi à le faire, même si vous revenez en arrière sur ce qui a été déjà dit, c'est pas un problème, c'est une masterclass, c'est le principe, on n'est pas là pour suivre une ligne éditoriale en particulier. Jamy est là pour vous. Jeune homme. Maëlle Bailly du collège Alphonse Lamartine. J'aimerais savoir où sont passées les maquettes, parce que 19 ans, ça fait beaucoup. Dans un épisode de C'est pas sorcier, vous mettez vos maquettes dans une cathédrale, sur l'épisode des cathédrales, et j'aimerais savoir Où sont les maquettes ? Où sont les maquettes ? Alors c'est vrai, tu as raison que ces maquettes étaient très très belles. Elles étaient très belles parce que le maquettiste David Mahé était un petit génie, parce qu'il avait le talent de partir de Crowbar qu'on lui faisait. On était deux à préparer les maquettes. Donc on lui faisait des croquis, je dessine très 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 mal. Et pour autant, à partir de croquis très mal dessinés, eh bien, il parvenait à faire à chaque fois des chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que ces maquettes étaient très belles. Elles étaient très belles parce que vous les voyiez du côté de la caméra. Mais à l'arrière, ça laissait souvent un peu à désirer. Ce qui veut dire que toutes nos maquettes, eh bien, souvent on les a proposées à des écoles, mais c'était compliqué parce que il fallait très souvent aller les livrer. Et puis les enseignants qui se retrouvaient avec ces maquettes, eh bien, étaient un petit peu dépourvus au moment où il fallait faire vivre ces maquettes. Parce que tu sais, nous on jouait avec, il y avait des tuyaux qui partaient dans tous les sens. Marcel était sous l'établi avec des seringues, des aimants pour tout faire bouger. L'enseignant, quand il se retrouve avec une super maquette de cathédrale, il a beaucoup de mal à l'animer tout seul. Donc nos maquettes, on les stockait quand on imaginait qu'on pouvait les réutiliser. Et autrement, elles étaient détruites, mais détruites pour être recyclées. Dès qu'il y avait un bout de planche qui pouvait resservir à quelque chose, eh bien, il resservait. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de musée des maquettes de C'est pas sorcier, excusez-nous. Je prends une petite question et vous pourrez la poser ensuite, jeune homme. On revient sur la thématique informée au temps du Covid, du collège Lafayette de Châteauroux. La place des experts, on en a parlé ce matin avec notamment les journalistes scientifiques lors d'une table ronde. Vous êtes vulgarisateur, un scientifique, il y a eu beaucoup d'experts. Alors comment voir si ce sont de bons et de vrais experts et à qui on peut faire confiance ? Alors, comment savoir si ce sont de bons ou de mauvais experts ? Déjà, il faut regarder le pédigré de la personne, d'où il vient, ce qu'il fait, etc. Est-ce qu'il a une légitimité à parler ? Mais vous avez raison de vous poser la question parce que très souvent, par exemple, on me demande d'intervenir en tant qu'expert. Je dis non. Parce que je ne suis pas scientifique. Je suis
journaliste, je suis un passeur entre ceux qui ont le savoir et ceux qui veulent savoir. Donc quand on me demande d'intervenir, moi en tant qu'expert, ben je refuse. Je refuse parce que je ne le suis pas. Après, on en parlait à l'instant là, quelle est la qualité de l'expertise qui va être fournie ? Très souvent, un expert, il doit avoir un angle, enfin, moi, c'est ce que je crois, il doit avoir un territoire bien circonscrit. Quand on faisait C'est pas sorcier, par exemple, on n'a jamais eu de collège d'experts avec nous. Je sais qu'il y a des émissions dans lesquelles il y avait un spécialiste, un expert en biologie, un expert en astronomie, etc., etc. Sauf que aujourd'hui, il y a tellement de disciplines que l'expertise, eh bien, elle est extrêmement circonscrite à un territoire qui est très étroit. Donc, ben voilà, pour moi, un expert, c'est celui qui a travaillé sur un sujet très précis et non pas quelqu'un qui connaît plus ou moins vaguement ce sujet, même si je sais qu'il y a de grands scientifiques qui sont capables de s'exprimer sur des sujets voilà, et apporter une parole d'expert, mais après, à quel niveau de précision ? Voilà. Et puis, c'est pareil, à qui s'adresse-t-on ? Parce que l'expert peut avoir... L'expert ne sera pas le même si on s'adresse à un public de profanes ou à un public de spécialistes. Alors je vous ai dit tout ça, mais vous n'avez peut-être pas... vous ne savez peut-être pas plus comment reconnaître le bon ou du mauvais expert. Je crois tout simplement qu'il faut regarder, c'est ce que je disais, le CV de la personne qui est en train de s'exprimer. Écoutez, c'est ce qui a été dit un petit peu ce matin sur une table ronde de journalistes scientifiques en ce qui concerne l'expertise et l'arrivée des experts sur les antennes d'information continue et les antennes également des médias historiques. Jeune homme. Simon du lycée Paul-Louis Courrier. Quel était votre ressenti du confinement et avez-vous eu peur du Covid et vous avez encore peur du Covid aujourd'hui ? Alors je n'ai pas eu peur et je ne vis pas dans la psychose. Même si je me protège. Parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. Encore une fois, je vous parle c'est un avis, et un avis très personnel. J'essaie de ne pas confondre deux choses. J'essaie de ne pas confondre les mesures de protection et la peur. Pour moi, la peur, elle nous empêche d'agir. Les mesures de protection, au contraire, nous permettent de continuer à échanger, me permettent d'être ici, te permettent d'être là. Il y a une grosse différence entre les deux. Et je ne pense pas que la peur puisse justifier les mesures de protection. Il faut, encore une fois, essayer de prendre un petit peu de hauteur et faire plus qu'espérer qu'on va très vite s'en sortir, mais en attendant, prendre les mesures qui s'imposent, mais ne pas vivre dans la peur. Alors comment je l'ai vécu ? Je crois qu'il y a eu plusieurs temps dans ce confinement. Il y a eu un premier temps qui a été celui de la surprise pour tous, parce qu'on a tous vécu quelque chose de totalement inédit. Une expérience que ceux qui nous ont précédés n'avaient jamais vécue. Un tel confinement, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un petit côté expérience inédite. Donc, presque, allez, je le dis entre guillemets, presque réjouissante parce que quelque chose de nouveau. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment va-t-on vivre ce confinement ? Une sorte de nouveauté. Ça a été le premier stade. Le deuxième stade, ça
ça a été de constater le manque de l'autre. Parce que je sais bien que beaucoup ont dit « Ah mais c'est génial, pendant ce confinement, on peut faire plein de choses que nous n'avions pas le temps de faire. Voir les films qu'on n'a pas pu voir, lire les livres qu'on n'a pas eu le temps de lire, écouter la musique que l'on n'a pas eu le temps d'écouter ou jouer les morceaux que l'on n'a pas le temps de jouer. » Sauf que, à titre personnel, quand je regarde un film, c'est pour en discuter avec mes potes ensuite. Quand je lis un livre, c'est pour échanger ensuite avec les autres. Donc le confinement, une expérience, mais ce n'est pas forcément une expérience que j'ai appréciée. Je l'ai suivie, je l'ai respectée, mais je ne l'ai pas appréciée. Je crois qu'en ce qui me concerne, je l'ai souvent dit, je suis en total désaccord avec Jean-Paul Sartre qui dit que l'enfer c'est les autres. À l'issue du confinement, et même pendant le confinement, moi je n'avais qu'une seule envie, c'était qu'on me marche sur les pieds, c'était de retourner au marché, qu'on me bouscule. Et là, je me suis promis que la prochaine fois qu'on me bousculerait, quand je serai devant mon poissonnier, je ne ferai pas la gueule. Parce que c'est bien de se faire bousculer par les autres. C'est bien de vivre avec les autres. Et ça, en ce qui me concerne, c'est une leçon du confinement. J'ai besoin des autres. Ça te va comme réponse, Simon ? Très bien, merci. J'ai vu que tu as pris des notes. Tu te prépares au métier de journaliste, peut-être ? Oui, exactement, c'est ça. D'accord, ok. Et tu posais exactement la même question que Léo, du collège Jean Rostand, la Motte-Beuvron, en ce qui concerne le confinement, la réaction de Jamy par rapport à son confinement. Alors j'ai une question également de Tours. Ce qui est assez intéressant du collège Philippe de Comines, comment permettre aux jeunes de distinguer fake news et vraie information, notamment en matière d'information scientifique ? Alors c'est les jeunes et tout le monde. Comment reconnaître ces fake news ? C'est pas facile. Je crois, c'est pas le bon terme. Je pense qu'il faut regarder l'argumentation. Quand un propos est apporté, eh bien, il faut qu'il soit justifié. C'est-à-dire que lorsque on dit telle théorie est fausse, c'est comme ça que ça marche, eh bien, il faut le prouver. Et c'est pas à celui qui en a déjà fait la preuve de prouver que l'autre dit, ce que dit l'autre est faux. Non, c'est celui qui à un moment donné amène une information, une hypothèse. Eh bien cette hypothèse, elle est argumentée. Les scientifiques travaillent un peu comme ça et on l'a bien vu pendant le Covid, pendant la Covid. On émet une hypothèse et on essaie de la vérifier. Donc c'est l'argumentation qui compte. Donc dès qu'une information arrive, il faut se poser la question. Quelle est la source de cette information ? Qui la divulgue ? Qui la met en lumière ? Et quels sont ses arguments ? On ne peut pas se contenter aujourd'hui d'une information livrée de manière brute, sans argument. Donc, s'il n'y a pas d'argument, posez des questions. Posez des questions à ceux qui avancent. Et si dans la réponse, on utilise des éléments qui ne sont eux-mêmes pas argumentés, eh bien, posez encore des questions. Très bien. Mademoiselle, alors avec le masque. Madame. Très bien. Bonjour. Bienvenue. Claire Legac du réseau Radio Campus France. Je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce que l'éducation aux médias et l'information, quelle est votre philosophie par rapport à ce domaine, pour qui elle s'adresse et par qui elle doit être faite, notamment en ces temps incertains, et pourquoi c'est important en fait l'éducation aux médias et à l'information.
Il y a plein de questions dans cette question. Voilà. La première des choses, je voulais emmener, je voulais avoir ce papier avec moi, je l'ai laissé dans la loge, c'est pas grave. L'éducation aux médias et l'information, je vous invite tous déjà à relire la lettre ouverte que plein d'organes de presse ont diffusée la semaine dernière. L'éducation aux médias et l'information, c'est rappeler que nous sommes dans un pays où nous devons de respecter la liberté d'expression. Ça commence par ça, l'éducation aux médias et l'information. À se rappeler que cette liberté d'expression, nos prédécesseurs, il y a un peu plus de 2 siècles, sont allés la chercher. Et il faut la défendre. Parce que si on ne la défend pas, eh bien, elle peut très vite être oubliée. Donc, la liberté d'expression, c'est la première des choses. Et à partir de là, eh bien, tout se décline. Dans la liste, si on veut respecter cette liberté d'expression, eh bien, on va apprendre à lire l'information, à essayer de trouver ce qui se cache derrière le sens des mots, leur mise en scène et les images, pour essayer toujours d'aller chercher l'objectivité des propos. Aujourd'hui, je le disais il y a quelques instants, on est noyé dans un flot d'informations entre les chaînes de télévision, tout ce qui est diffusé sur les réseaux. Et évidemment que tout le monde y va des mots, mais c'est ce qu'on apprend en école de journalisme, à faire un titre qui accroche. Il faut que le lecteur, parfois, aille au-delà de ce titre. Et les images aussi. Un montage, c'est une histoire. Donc, il faut aussi que le spectateur, le téléspectateur, le consommateur de ces images soit en mesure de lire au-delà des images. Et au bout du compte, d'aller tirer la substantifique moelle de l'information qui a été délivrée. Donc c'est tout ce travail qu'il faut faire. Mais je le répète, la base, relisez cette lettre ouverte des différents journaux, organes de presse qui a été adressée aux citoyens. Relisez-la, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Et c'est le président du jury éducation aux médias et à l'information des Assises 2020 qui parle. Ça vous suffit comme réponse, madame ? Ok. En attendant, j'ai quand même une question. Ce qui est assez marrant, parce que tout à l'heure on parlait de l'expertise, la notion d'expertise sur les chaînes d'information continue, et puis également les médias historiques. Et là, on va parler d'une certaine expertise, le rôle des influenceurs. Alors c'est normal, hein, c'est le monde dans lequel vous êtes en permanence. Les influenceurs, dans tous les domaines, donnent leur avis sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas forcément. À qui faire confiance ? C'est un petit peu la même grille de lecture que par rapport aux experts. Mais je dirais que c'est encore plus la jungle, là, parce que tout le monde est émetteur. Oui, mais je pense que la réponse est contenue dans la question. On parle d'influenceurs, de gens qui donnent leur avis. Il faut différencier l'avis de l'information, l'opinion de l'information. On ne peut pas, à un moment donné, opposer, comme certains le font parfois, y compris les politiques, on ne peut pas opposer une opinion à un savoir. Quand certains disent « la Terre est plate », qu'on leur prouve que non, elle n'est pas plate, et qu'en retour ils disent « oui, mais c'est mon opinion », eh bien,
à partir de ce moment-là, il n'y a plus de dialogue possible. Un influenceur, il donne son avis. Alors peut-être que son avis est très bien, est très juste, et je ne le critique pas, mais c'est son avis. Ce n'est pas objectif. Et il est là pour donner son avis, il n'est pas là pour apporter une information. Donc, quand on me pose la question, que pensez-vous des influenceurs ? Eh bien, ils essaient d'influencer. Voilà, ils donnent un avis. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, les lire, non. Mais c'est à nous d'être des auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, consommateurs, éclairés, avisés et avoir conscience que ce n'est qu'un avis et que je ne dois pas colporter, si ce n'est pas mon propre avis, ce qui a été dit en le mettant en avant parce qu'il a été dit par un tel. Ce n'est qu'un avis. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sophie, je suis étudiante à l'école de journalisme de Tours et je fais partie de cette génération qui, à chaque fois que je rentrais de l'école, je regardais C'est pas sorcier juste après. Donc je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. Je regardais aussi C'est pas sorcier. Ah. Plusieurs fois même avant la diffusion. Moi j'ai beaucoup étudié un peu C'est pas sorcier et puis les vulgarisateurs qui sont sur YouTube, parce que le monde scientifique sur YouTube est en train d'exploser. Il y a plein de vulgarisateurs qui font des vidéos et qui ont des programmes. Et à la télé, depuis la fin de C'est pas sorcier, il y a encore le monde de Jamie, mais sinon il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la vulgarisation à la télé ? Est-ce qu'on vulgarise encore suffisamment les sciences ? Alors, je pense qu'on continue à vulgariser les sciences à la télévision à travers d'autres programmes. Aujourd'hui, l'offre de programmes, elle s'est multipliée par rapport à l'époque de C'est pas sorcier. Quand on compare l'époque de C'est pas sorcier et aujourd'hui, on est dans deux mondes totalement différents. Quand on a créé C'est pas sorcier avec Fred, il y avait 5 chaînes de télévision. Donc, évidemment, on avait la fenêtre était beaucoup plus large, on était beaucoup plus visible. Et puis au fil du temps, eh bien, les chaînes se sont multipliées, l'offre s'est multipliée, Internet est arrivé, YouTube est arrivé, et des programmes ont vu le jour. Et ce qui était peut-être un peu unique est devenu plus fréquent, plus accessible au moment où on le voulait. Donc, au bout d'un certain temps, on s'est retrouvé noyé dans cette masse, avec d'autres réseaux. Alors, est-ce qu'il devrait y avoir d'autres C'est pas sorcier ? Il y a une émission qui s'appelle C'est toujours pas sorcier, qui est diffusée sur Oku et sur France 4. Mais Internet a pris le relais, avec d'autres programmes, avec des choses. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus délicat parce que tous ces programmes ne se valent pas. Et c'est compliqué, effectivement, d'aller chercher ou d'aller trouver ce qui est irréprochable au milieu de choses qui le sont moins. C'est plus compliqué. Mais je pense malgré tout que la pédagogie en matière de science est un sujet qui se prête bien au format YouTube. Parce que quand on explique quelque chose sur ce support, eh bien, on n'est pas obligé systématiquement de faire une émission qui va durer 26, 52 ou 110 minutes. Parfois, quelques minutes suffisent. Après, à ceux qui fabriquent ces programmes, d'être vigilants, intransigeants et très sérieux dans leur manière de travailler. Et à nous, consommateurs de ces savoirs, d'être vigilants aussi quand on regarde quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Mais c'est vrai, je pense que c'est très important. Je sais que très souvent, on me dit, et à Fred aussi, à Savenne aussi, qu'on regrette l'époque de C'est pas sorcier. Mais ces temps ont changé. C'est pas sorcier, c'était une époque, je le répète, où il n'y avait que 5 chaînes de télévision. Aujourd'hui, l'offre, elle est multiple. Et donc, on va retrouver probablement dans cette multitude des éléments qui sont peut-être aussi bien faits que ce que l'on essayait de faire avec C'est pas sorcier. Merci mademoiselle, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend pour une question. Il reste un petit peu moins de 10 minutes pour cette masterclass. Je vous le dis parce que je suis un petit peu comptable du temps malheureusement. Mademoiselle, c'est à vous, je vous en prie. Merci. Bonjour, je m'appelle Madison Koska, je viens du lycée Geoffrey Rudel à Blaye. Mais avant, j'étais dans un collège où on a fait une option média. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais savoir quelle formation vous avez fait pour en arriver là et pourquoi vous avez choisi la vulgarisation scientifique. Alors, il y a beaucoup de hasard dans cette histoire. Mais il y a aussi des passions et des convictions. La passion, c'est d'apprendre, et quand je dis apprendre, c'est au sens très large. Je ne parle pas uniquement d'apprendre dans les livres, à l'école, non, apprendre ce qui se passe dans le monde. Quand j'étais enfant, j'adorais regarder le JT à la télévision, mais je regardais le JT comme je pouvais regarder un épisode de n'importe quelle série. J'aimais l'information, j'aime toujours l'information. Et puis il se trouve aussi que j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. Un journaliste, il aime l'information et il aime, alors pas raconter des histoires, mais il aime les mettre en forme. Alors c'est vrai qu'après, il faut savoir jusqu'où on va, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va faire un bon titre, on va tourner nos propos d'une certaine manière. Mais le journaliste, il va travailler son information, il va travailler ses éléments pour que le lecteur, le téléspectateur aille jusqu'au bout. J'aime mettre l'information en forme. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont arrivées toutes seules. Alors pourquoi la science ? Probablement parce que au début, j'y connaissais rien. Et quand je me suis retrouvé à travailler sur une émission de science, quand je suis arrivé avec mes questions naïves devant des scientifiques, des experts, qui avaient du talent et qui ont su me raconter des histoires, eh bien, ils m'ont émerveillé. Et à leur contact, j'ai eu le sentiment, mais vraiment de passer dans les coulisses du monde qui nous entourait. Et d'un seul coup, de comprendre l'invisible. Et de pouvoir, à travers ces informations, apporter une information, au sens large du terme, et d'enrichir aussi notre culture générale. Parce que vous me parlez de science, je parle plus souvent de connaissances. On a trop souvent tendance aujourd'hui à classer la culture scientifique dans une case qui est un petit peu à part de la culture générale. Or, je trouve que la culture scientifique fait partie intégrante de notre culture générale et que très souvent, elle nous manque. On l'a très bien vu au début de l'épidémie, quand on ne savait pas faire la différence entre une bactérie ou un virus. Peut-être que si ces notions avaient été un peu plus ancrées, eh bien, on aurait mieux compris pourquoi il était nécessaire de se laver les mains avec du gel ou du savon. Plus tôt. Voilà.
je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà pourquoi. Oui. Mais avec ce que vous m'avez dit au début, vous vous sentez plus présentateur ou journaliste ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Si, vraiment, parce que parfois, quand je suis sur un sujet que je ne connais pas, que je suis en train de le creuser, il y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'étais sur un sujet que je creusais. Quand je suis avec un scientifique, un planétologue en l'occurrence, et que l'on est en train de discuter, eh bien, je pose des questions, je veux savoir. J'ai le sentiment d'être journaliste. Quand j'écris une vidéo sur un sujet que je maîtrise un peu parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises au cours des 25 dernières années, et même si je vais glaner quelques informations, je mets tout ça en forme, j'écris, j'imagine mes séquences, comment j'ai rentré dans la séquence. Peut-être que là, je suis plus présentateur que journaliste. Mais j'ai du mal à faire la part des choses, de savoir si je suis plus présentateur que journaliste. En tous les cas, Jamy est un raconteur d'histoire, c'est ce qu'il fait depuis bientôt 45 minutes. J'ai encore une petite question avec un jeune homme qui attend là et qui va venir au pupitre, qui va poser la dernière question de cette masterclass à Jamy Gourmaud. Bonjour, désolé, ça allait vite. Je dois en croire votre bio Wikipédia, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais vous avez toujours exercé dans le service public. En tout cas, à France Télévisions majoritairement. Toujours. Je voulais savoir si c'était une volonté de votre part, ou c'était plus un concours de circonstances. Et merci pour vos émissions et tout, c'est chouette. Merci. J'ai pas entendu tout à fait. Non, au début, c'est pas une volonté de ma part. Soyons francs. Au début, on est jeune journaliste. J'ai pas tout à fait. J'ai une erreur. Pas toujours dans le service public, parce qu'au début, quand j'étais JRI, eh bien, j'ai fait quelques sujets à l'époque pour la 5, pour une émission qui s'appelait Reporter. Voilà, et j'ai démarré comme JRI, en fait. Moi, j'ai d'abord fait de la radio, de la presse écrite, et j'ai été JRI avant de passer de l'autre côté de la caméra. Quand on est jeune journaliste, eh bien, je ne vais pas vous dire on prend ce qu'on trouve. Il y a des sujets vers lesquels on a envie d'aller. Mais on ne s'arrête pas aux diffuseurs. C'est-à-dire qu'on va faire des sujets, j'étais freelance, je faisais des sujets et je les vendais ensuite à celui qui le prenait. Voilà. Il se trouve que quand on a créé C'est pas sorcier, je bossais pour une émission du service public, et que connaissant l'équipe de France Télévisions, de France 3, c'était beaucoup plus simple d'aller vendre le bébé, enfin quand je dis vendre, le proposer à France 3 qui a une autre chaîne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était Jamy Gourmaud. Voilà, merci. Si je peux juste... J'espère que j'ai été clair. Ce qui est très compliqué dans ces histoires-là, c'est que souvent... J'ai tout compris. Non, mais c'est vrai. Parfois, on pose une question, et puis alors, celui à qui vous la posez commence à faire un pas de côté, et puis il se barre dans une autre direction, et puis finalement, il répond plus à la question qui a été posée. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a beaucoup de temps pour qu'on me rappelle à l'ordre, qu'on me dise « Ah, mais c'est pas exactement ce que je voulais savoir », et qu'on précise. Voilà. Je pense toujours aux scientifiques à qui je pose des questions quand je bosse sur un sujet, où je les ramène toujours à des choses parfois très très terre à terre. Mais voilà, et si vous devenez journaliste, quand vous n'avez pas compris, reposez la question et reposez-la à nouveau. Si l'expert, justement, par des experts tout à l'heure, ne vous répond pas, allez en chercher un autre, ça veut dire qu'il n'a pas la réponse. En tous les cas, Jamy reste avec nous jusqu'à ce soir 20h, puisqu'il est le président du jury éducation aux médias et l'information des Assises 2020, avec une remise de prix dans 3h à 19h précise. Merci Christophe. Merci.